de toutes les rencontres que j'ai faites dans mon Algérie à moi jusqu'à présent, et on a pas loin d'une centaine, celle d'aujourd'hui est sans aucun doute celle qui m'interpelle et qui me ressemble le plus. Sans plus attendre, je vous propose donc d'aller à la rencontre de Dorothée Myriam Kelou. Elle nous expliquera pourquoi elle tient à ce double prénom qui a commis mi-octobre un livre intitulé Nancy Kabylie aux éditions Grasset. Bonsoir. On va parler, je dis, de deux sujets qu'on maîtrise invraisemblablement et en tout cas qui nous sont chers. On va expliquer quelle est la place, l'importance de votre père dans cette démarche, ce parcours initiatique. Et le point de départ, c'est quand il vous invite à relire un projet de film intitulé Lettre à mes filles, qui était resté effectivement à l'état de projet de scénario, c'est ça, et vous avez découvert qu'en 1960, votre père et sa famille ont été contraints de quitter leur village de Mansoura en Basse-Kabylie. C'est, je dirais plutôt la mélancolie de mon père. C'est un espèce de vague à l'âme et par moments un très grand mal-être qui, moi, m'interroge quand je suis petite. Mm. Qu'est-ce qui peut le traverser? Et pour moi, c'est assez vertigineux je pense que ça recouvre cette interrogation sur les origines, sur qu'est-ce qu'il a pu vivre avant, avant de s'exiler, dans l'exil. Et ça rejoint mon propre désir de connaître l'Algérie, de connaître ses langues, puisqu'il faut parler au pluriel, de connaître son histoire et ses mémoires. Mm. Et, euh, et vraiment, je pense, pour répondre aussi à cette question première de pourquoi ce mal-être? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut porter en lui encore comme douleur que nous n'arrivons pas à nommer et Mm. qui pourtant est très présent et voilà. Et je pense que c'est ça en premier lieu qui m'a travaillé, qui m'a traversée. Sans vouloir plagier, par exemple, des livres, il y a beaucoup de livres qui sont parus récemment sur la relation père, mais souvent les pères sont décédés. Euh, je pourrais, sans vouloir plagier Rachid Benzine, par exemple, qui a écrit sur la relation posthume avec son papa, Les silences des pères. En fait, la relation à votre père, au début, c'est vraiment l'énigmatique silence de votre père autour de quelque chose qui n'exprime pas. Exactement, ouais. C'est le non-dit. Mm. Et C'est culturel, Dorothée Myriam, le non-dit chez nous. alors ça, c'est une question à poser collectivement, en fait, parce que je pense que c'est une expérience familiale, intime. Mais je crois que dans les rencontres que j'ai pu faire, effectivement, il y a souvent cette pudeur, il y a souvent ce silence, aussi un silence protecteur euh, pour soi et pour la descendance. Mais, euh, mais quelque part, je dirais peut-être le trauma qui peut exister n'est pas raconté, mais a des conséquences. Mm. Et au quotidien, il est ressenti, mais il n'est pas raconté, il n'est pas dit. Et je pense que c'est ça, c'est ça, je dirais, le premier malaise du non-dit. Et moi, je sais que tout ce parcours de recherche, de documentation m'a beaucoup libérée parce que quand on nomme, enfin, voilà, ça fait partie d'une libération par les mots. Donc oui, il y avait vraiment cette idée du non-dit, en tout cas pour l'histoire de mon père. Et le fait qu'aujourd'hui, il m'accompagne autour du film, autour du podcast que j'ai réalisé, autour de ce livre, et qu'il se livre, Mm. voilà, avec toute la poésie qu'il y a en lui et qu'il reçoit en fait tellement d'attention, d'écoute. C'est très émouvant en fait, parce que tout d'un coup, le récit qu'il porte en lui intéresse les autres s'en saisissent, se reconnaissent, le font leur, et puis cherchent eux-mêmes, et voilà, et on est dans l'écriture d'une histoire collective, donc c'est tous ces bouts et tous ceux qui m'ont précédé, qui ont travaillé sur la mémoire comme ça intime, on essaie vraiment de reconstituer un puzzle de l'intime, et je pense que c'est la part la plus difficile d'accès Mm. en Algérie en tout cas. Peut-être que Oui, dans d'autres pays aussi. d'autant plus que votre papa évoque, on pourrait citer également le journaliste, votre confrère Slimane Zeguido, votre papa évoque un sujet
encore un tabou, même si les langues se délient, qui est la question des camps de regroupement. Il le porte comme une espèce de fatalité, comme s'il était responsable de la situation qu'il a vécue, alors que non. Les camps de regroupement ont existé, même si aujourd'hui, effectivement, on, on, on le raconte assez aisément, c'est une réalité de la guerre d'indépendance en Algérie. Et après, l'histoire du village de Mansouri, il est très spécifique parce que c'est un village qui a servi de camp. Donc, il y avait des camps qui étaient créés ex nihilo. Là, le village a été entouré de fils barbelés. Les populations des villages alentours ont été regroupées à Mansoura. Les populations, en fait, contraintes de les accueillir. Donc, ça a bouleversé complètement la géographie, la configuration du, du village. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une fracture dont m'a parlé par exemple une tante qui ne parlait plus sa langue dans son village puisque ces populations étaient en majorité arabophones. Donc il y a aussi un sentiment de perte et d'exil intérieur dans le village lui-même, même si elle ne l'a jamais quitté. Euh, mais quand j'ai fait le film à Mansoura, tu nous as séparés, en fait, quand je l'ai projeté pour la première fois à mon père, il était très étonné de l'angle que j'avais choisi, en fait. Il s'étonnait lui-même, en fait, parce que ces histoires, en fait, prises individuellement, elles peuvent paraître anecdotiques. Mm. C'est l'histoire d'un arrachement et au milieu de la mort, au milieu de bombardements, au milieu de tortures, de disparitions. Donc finalement, quand on a survécu à cet arrachement, est-ce qu'on est même en capacité vraiment de trouver un espace pour le raconter au milieu de tous ces drames? Sauf que c'est ces arrachements multiples à l'échelle d'un pays, donc plusieurs millions d'habitants déplacés de force ou forcés de quitter leur lieu d'habitation, qui crée en fait cette mémoire collective. Mais comme elle n'est pas racontée, elle n'est pas transmise très souvent, qu'elle manque en fait de support pour se raconter, elle devient anecdotique dans l'histoire, alors qu'elle est fondamentale pour comprendre l'Algérie rurale d'aujourd'hui, par exemple. D'ailleurs, quand votre père quitte l'Algérie, il va se passer quelques décennies avant qu'il n'accepte d'y retourner. Autant dire que la blessure est effectivement profonde. Elle participe à ces silences. Oui, alors après, c'est aussi quelque chose que j'approfondis dans le livre, c'est-à-dire que les départs sont multiples. Il y a déjà le départ du village, et puis finalement, lui poursuit ses études, il va à Bordeaux, après il va à Alger, puis il a une bourse pour aller à Bruxelles, il revient. On est à l'époque de la présidence de Boumedienne, où les oppositions, notamment de gauche, d'extrême gauche, Pas les voilà, sont muselées. Mm. Et donc, il y a toute cette liberté de parole, de création qu'il a en idéal, qui petit à petit est remise en cause et qui pousse à un exil aussi pour essayer de vivre libre. Donc, je me rends compte en fait que c'est des couches d'exil et c'est quelque chose que j'essaie d'appréhender dans le livre et de décrire. Mm. Et pourquoi Nancy? Vous pouvez nous rappeler pourquoi votre famille, finalement, votre papa s'installe à Nancy? Alors, en fait, il a obtenu des remplacements à France 3, FR3 à l'époque. Mm. Et donc, en fait, il avait un travail plus régulier qu'à Paris. Et c'est comme ça qu'on est parti à Nancy et qu'on s'est attaché aussi à cette ville parce que c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup de qualités, hein. Enfin, moi, j'y suis très attachée aujourd'hui. Beaucoup d'ouverture. euh, Moi, j'ai grandi dans une grande mixité sociale. J'ai plutôt l'impression d'avoir été protégée, en fait, du racisme, j'avais plutôt l'impression, voilà, dans l'entourage de ma famille, qu'il y avait beaucoup De euh, bienveillance. oui, il y avait beaucoup d'immigrés, d'enfants Mm. d'immigrés, de politisés, syndiqués, très à gauche, avec des idéaux de fraternité. Donc moi, j'ai eu l'impression quand même de vivre un peu un bout de France idéal Mm. en ayant grandi dans ce quartier-là à Nancy.
Et bon, après, j'ai bien conscience que c'est aussi l'innocence de l'enfance et que en grandissant, la violence est très présente. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai effectivement cet ancrage nancéen au départ et avec toujours cette interrogation sur l'Algérie. Mm. L'Algérie présente, absente. Mm. Vous n'allez pas directement en Algérie, d'ailleurs, il vous faut quelques années avant de découvrir l'Algérie. Il y a tout un parcours que je dénommais tout à l'heure comme initiatique, pardon, mais effectivement, Oui. il y a vos voyages, votre profession, vous êtes journaliste et réalisatrice, va vous emmener par des détours. On peut parler Mhm. de la Palestine qui est en pleine actualité euh, Ah, au moment où on oui. se parle, vous décidez d'apprendre l'arabe. Alors, j'ai découvert avec beaucoup de douceur que vous parlez aussi bien kabyle que moi, donc voilà, ça me Mhm. rassure. Et voilà, mais pour vous dire qu'effectivement, l'Algérie, dans l'absolu, vous revendiquez, vous connaissez vos origines algériennes, mais vous allez mettre avec votre sœur quelques années avant d'aller sur les traces de, de là d'où vient votre papa. Je pense que déjà pour mon père, il y a une difficulté à retourner. Puis il y a la période des années 90, de la guerre civile. Et puis la première fois qu'on y va, c'est en secret de ma mère parce que ma mère qui est française, Catherine, avait peur voilà, de notre départ en Algérie. Mm. Et en 2003, on décide qu'il est temps d'y aller. Moi, j'ai déjà une vingtaine d'années, ma sœur en a 26. Donc il y a vraiment ce désir très fort d'un voyage et mon père nous y emmène. Et puis pour moi, c'est vertigineux, quoi. C'est la rencontre avec la terre d'une partie de mes ancêtres et je sens bien qu'il y a quelque chose sous mes pieds. Mm. J'ai l'impression à ce moment-là d'avoir vraiment tout le corps qui tremble. Enfin, c'est vraiment une rencontre puissante et Oui. qui va déterminer la suite de mon parcours. Mais je ne retournerai pas en Algérie tout de suite. Peut-être que j'ai besoin de me préparer. Je vis effectivement en Égypte, en Palestine. Et en Palestine, je fais tout un travail de documentation de l'occupation militaire entre la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza. Et je vis la situation au quotidien d'humiliation, de surveillance, de contrôle des déplacements, d'expropriation des terres, de discrimination systématisée. Et, et, et pour moi, c'est une très grande violence, en fait, de m'identifier aussi à ce peuple dépossédé, fragmenté, dispersé. Et il y a quelque chose comme ça qui entre en écho, en résonance, et que je découvrirai plus tard en faisant mes études d'histoire aux États-Unis, Mm. Mm. où j'ai la chance d'étudier grâce à une bourse et où mes professeurs m'encouragent à documenter cette part algérienne. Pour eux, c'est intéressant, c'est une source pour l'histoire hein, d'avoir un accès direct à l'Algérie. Et je ne sais pas si j'avais pas fait tout ce détour, notamment par les États-Unis, si j'aurais pu aller chercher parce que c'est douloureux, c'est compliqué. Et en étant aux États-Unis, quelque part, je me crée un espace de respiration où je ne suis pas piégée par les injonctions françaises, algériennes, et où je suis autorisée à aller chercher. Mm. Et à être aussi bouleversée par cette recherche sans être jugée, sans être voilà, malmenée. Donc, je pense que ça a été vraiment décisif, le passage par les États-Unis, Mm. par l'université. Votre part d'Algérie, elle représente quoi aujourd'hui? Je pense qu'il y a des ressources dans chaque pays qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller piocher. Moi, je pense que l'histoire de cette révolution algérienne, cette lutte pour la liberté, pour la dignité, de la connaître, ça me donne une très grande force en fait. Euh, donc je sais qu'il y a cette part qui compte dans peut-être dans mon engagement comme référence presque ancestrale. Euh, mais euh, mais il y a une part française, notamment par exemple dans l'écriture, dans la réflexion, dans la lecture. Finalement, c'est ma première langue et même si j'ai étudié l'arabe et que je lis beaucoup en anglais, euh, mon rapport à la langue, il est d'abord français en fait. Et c'est par cette langue que j'aime aussi raconter cette complexité, cette nuance.
qui nous constitue. Mm. Et il y a ce philosophe qui s'appelle Édouard Glissant, que vous connaissez peut-être, qui parle de l'identité racine-rhizome. Mm. Et finalement, cette racine, elle est multiple. Euh, et elle ne tue pas ce qui l'environne. Et pour moi, c'est tout l'enjeu, c'est de revendiquer cette multiplicité et dans la possibilité d'un apaisement, en fait, de ne pas voir. Parce que c'est ça qui est compliqué quand on nous dit française, algérienne, franco-algérienne, franco-franco, algéro-algéro, je sais pas. Et à Mm. un moment Qu'est-ce donné, que ça signifie au final, oui. Oui. ouais, Mm. c'est ça. En tant qu'individu, voilà, il y a la part unique qui nous constitue. Puis après, il y a tout ce qu'on recrée au quotidien à partir de ce qu'on a pu hériter, aller chercher. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a le problème de ces définitions qui sont un peu définitives et plutôt, ouais, d'être dans une liberté de se redéfinir sans cesse en fonction des moments. Il y a des secondes, il y a des minutes et c'est ça qui est beau, quoi. Mm. Et cette double culture, en tout cas, dont nous sommes, je veux dire, que nous portons, et notre génération est porteuse d'une double culture, mais c'est vrai que les générations qui suivent, pour lesquelles on Mm. souhaite faire un travail mémoriel, ne connaîtront pas forcément cette histoire-là, cette histoire particulière que vous avez vécue, singulière, que vous avez vécu vous, travail né de cette immigration de votre papa dans Mm. les années 70, moi un peu plus tôt, mais c'est vrai que ce sont des histoires singulières, mais qui méritent effectivement d'être racontées pour mieux comprendre effectivement ce que sont toujours les relations particulières Mhm. entre la France et l'Algérie. Le film que vous avez réalisé en 2019, c'est ça, a été diffusé en Algérie. Quel accueil a-t-il reçu? Alors, moi, je me souviens en fait de réactions particulièrement vives sur encore un film sur la guerre, sur la révolution, espèce de rengaine, de trop-plein en fait, de la même rengaine. Un de plus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était une approche intime, subjective, qui a séduit en fait, qui a pu séduire et je pense que c'est cette part-là qui touche parce que c'était un peu, à contrario des grands discours, des grands récits, c'était vraiment la part intime, personnelle que je suis allée chercher. Et c'est ma démarche aussi dans le livre. C'est vraiment ce qu'on peut vivre individuellement à l'intérieur de soi et comment on continue à être marqué par l'histoire et cette capacité à aller la chercher, à la raconter. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse au fond. Bien sûr, il y a les grands événements, il y a les grandes dates, il y a les grands engagements, mais à l'intérieur de ça, il y a la petite histoire dans sa nuance, dans sa complexité, avec ses ambivalences. Et moi, c'est ce que je suis allée chercher en tout cas. Et en fait, voilà, cette espèce de toujours de protection aussi, c'est-à-dire comment on raconte, qu'est-ce qu'on raconte, et d'autoriser aussi cette vulnérabilité. Et c'est là où finalement, ils m'ont fait énormément confiance en fait, à la fois mon père et puis. Oui, c'est ce que je dis, c'est comme une mise à nu de la part d'hommes, effectivement, dont on connaît chez nous culturellement l'obligation de rester pudique, de ne pas se confier, je parle Mhm. pas très mal arabe, mais l'ifetmet de ce qui est passé, qui est mort, il ne faut pas revenir là-dessus. Ce travail de mémoire vous a forcément rapproché de votre père. Ça, il m'a rapproché de mon père et il m'a permis à mon tour, partager avec ma sœur Malia et puis d'intégrer aussi ma mère dans toute cette histoire. Parce que finalement, les guerres, en fait, elles impactent les descendants, elles impactent aussi l'époux ou l'épouse. Enfin, c'est des traumas qui fragmentent ensuite les familles, les sociétés, surtout quand ils ne sont pas traités, quand ils ne sont pas racontés. Et, euh, et je pense que voilà, pour moi, c'est vraiment un travail partagé, collectif. Aujourd'hui, mon père a ce projet de film qu'il est en train de terminer sur l'histoire de cette statue du sergent Oui, Blandon, oui, qui il est, poursuit. et voilà, qui est son fantôme qui le poursuit. Et le fait qu'à son tour, il ait envie d'être le narrateur de sa propre histoire,
sans médiation par sa fille ou par d'autres. Je trouve ça beau et quelque part, c'est un encouragement pour que chacun, en fait, ose raconter, ose écrire. Voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment une entreprise collective. Il y a eu tellement de Mm, non-dits, c'est mm, parler à la place des autres et tout parler, s'autoriser à c'est dire les ça. choses. On rappellera Ouais, qu'effectivement, cette pente d'histoire, cette partie d'histoire de la guerre d'indépendance, les camps de regroupement, de déportation n'ont pas forcément été effectivement fait la gloire de l'État français, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un sujet qui est de moins en moins tabou. Euh, vos relations, vos liens avec l'Algérie. c'est des liens que je retisse sans cesse. Le film a permis vraiment de me réancrer dans ce village, de créer des liens avec des familles. Et puis, Bachir, par exemple, dont je parlais précédemment, qui est devenu comme un oncle, qui m'accueille à chaque fois que je viens. Miloud, qui faisait tout ce qui était régie, logistique, m'accueille dans sa famille à chaque fois. Enfin, voilà, c'est très émouvant de sentir qu'il y a des liens qui sont créés, qui sont forts, et puis il y a d'autres liens qu'il faut retisser. Voilà, j'étais proche, par exemple, d'une écrivaine qui s'appelait Amina Mekahli, qui est décédée. Euh, et puis, paix à son âme. Et vraiment, tous ces liens qui ont vraiment compté, qui, vous disiez au départ, mon Algérie à moi. Bah, c'est ça en fait, c'est mon Algérie à moi. Il faut toujours la recréer parce qu'il y en a qui partent, voilà, mais il continue à faire partie de mon Algérie, mais il faut l'actualiser. Il faut l'actualiser, surtout quand on vit pas en Algérie. Euh, il faut voilà créer ces liens et moi je les entretiens aussi en France. Je suis très attachée à des liens avec des enfants de père, mère algérien ou tunisien ou marocain ou voilà, enfin, mais tous ces liens en fait d'une diaspora qui se retrouvent dans les mêmes questions de mémoire, de transmission, euh, de fierté aussi dans notre histoire, dans notre culture, dans nos manières de penser le monde avec cette poésie, cette dérision. Enfin, il y a beaucoup de choses très belles et auxquelles on est attaché. Et je pense que justement, c'est là, on est un peu dans une ère de la parole possible. Et vraiment, c'est un film qui m'a bouleversée, vraiment. Oui, c'est d'autant plus important, effectivement, d'appréhender, de s'accaparer la parole, puisque les derniers témoins vont disparaître. Donc, c'est important aussi de ne pas laisser, comme on évoquait la question de la réécriture de Ouais, l'histoire officielle algérienne, ne pas laisser, ne pas autoriser à une tierce personne de parler à votre place. Et c'est vrai que Dieu sait si les sujets sont très douloureux, très difficiles, et qu'aujourd'hui, je dis encore plus sur la cause Harki, les descendants sont en pleine souffrance. J'aime beaucoup parler de psychologie transgénérationnelle. Ça fait partie effectivement des choses qu'on transmet, dont ouais. on n'a pas forcément l'explication, mais qu'on hérite malheureusement et qui, Et de qui la quand honte aussi. oui, oui, tout à fait. Je vous ai présenté tout à l'heure comme journaliste et réalisatrice, et vous avez notamment révélé pour le journal Le Monde l'affaire Lafarge en Syrie en juin 2016, pour lequel vous avez eu plusieurs titres. C'est que votre travail n'est pas centré sur l'Algérie, c'est qu'effectivement, vous êtes en qualité de reporter, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ma recherche en Algérie irrigue d'autres projets Mm. avec toujours la question de ce qu'on ne raconte pas et du rapport à la vérité, en fait, et d'une vérité dérangeante. Donc, voilà. Et donc, sur le prénom, le double prénom Dorothée Myriam, c'était Alors, voilà. en fait, quand je suis allée en Algérie, mon père m'a présenté, il a utilisé mon deuxième prénom. Donc, Myriam, c'est plus facile. Et ouais, puis, c'est surtout plus facile à prononcer. c'est ça. Donc, en fait, j'ai commencé à avoir une existence en tant que Myriam ou Myriam. Et en fait, symboliquement, je trouvais ça joli de dire, bah oui, il y a aussi Myriam, en fait. Il n'y a pas que Dorothée. Et donc, il y a cette part que je suis allée rechercher et qui est un peu réémergée et qui accompagne ce deuxième prénom. Merci, merci pour ce bel échange. Merci. Dorothée Myriam. Merci Je suis à jalouse vous. parce que moi, j'ai qu'un prénom. Non, merci, merci beaucoup. Faites attention à vous. Bonjour à vos parents, au papa aussi. Et puis, Merci. j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. D'accord?